Alors, on n'est pas du monde. Le sujet de prédilection de Valérie Laflamme-Caron, c'est la jeunesse, que ce soit par le biais des réseaux sociaux, de la pastorale scolaire ou des enjeux sociaux qui les concernent, les jeunes. Valérie semble spécialement attentive à ceux qui traversent les âges de l'innocence et de l'éveil au monde. Or, aujourd'hui, si elle est à notre micro, ce n'est pas tant pour nous jaser de la jeunesse des autres, mais plutôt de la sienne. C'est pour nous raconter un pan de son histoire, mais surtout pour témoigner du chemin qu'elle a parcouru entre l'agression et le pardon. Salut Valérie. Allô Antoine. C'est la première fois que tu parles de cette histoire-là avec nous, oui. Ici, mais c'est pas la première fois que tu la racontes, ton histoire liée à cet événement-là. Non, c'est ça. L'an dernier, ceux qui me connaissent se souviendront d'un article de Mylène Moisan qui avait sorti quand même dans le journal, là, qui avait eu beaucoup de visibilité, où je témoignais en fait plus des aléas de la dénonciation du parcours dans le système de justice. Mm-hmm. En gros, j'ai été victime d'agression sexuelle par un oncle du tout début de la petite enfance. Là, je reconnais pas le début de ça jusqu'à l'âge de 6 ans, moment où j'ai dénoncé à mon enseignante de primaire qui l'a dit à ma mère et les événements se sont arrêtés. Mais il n'y a jamais eu de conséquences à ça directement là, par rapport à cette personne-là. Il y en a eu pour moi, par contre. Mm-hmm. Puis ça m'avait toujours habité. J'avais beaucoup de colère. Puis ce qui arrive avec les agressions sexuelles, surtout commises dans l'enfance, c'est que ça crée une espèce de compartimentalisation là, dans la personne. Puis c'est ce qui explique que les gens vont dénoncer beaucoup plus tard. Des fois, on peut lire ça, entendre des critiques du genre « mais pourquoi ils parlent de ça? » C'est terminé. Là, ouais. Qu'est-ce que tu entends par compartimentalisation? Bien, pour survivre à des traumatismes divers, bien, souvent dans la psyché, il va y avoir des espèces de catégories que tu vas faire. Tu vas placer... Des tiroirs qu'on ferme. Exactement, exactement. Là, je ne suis pas spécialiste là-dedans, là, mais les neuropsychologues ont documenté le truc, là, puis c'est très réel. Et puis, au début de la vingtaine, j'ai voulu dénoncer parce que moi, j'étais vraiment écœurée de cette colère-là. Puis j'avais appris que c'était assez répandu dans ma famille, là, que j'étais pas la seule victime. Donc là, ça donnait une toute autre dimension à ces événements-là. Puis ma mère, j'en ai déjà parlé, est décédée des suites de l'alcoolisme. Donc on voit que ça avait plusieurs ramifications là, comme problématique. Puis moi, je voulais... passer à autre chose. Pas traîner ça toute ta vie. Non, puis le transmettre aussi, là, ouais. parce que ce qui n'est pas nommé peut nous posséder, je pense. Mm-hmm. Puis on essaie de me décourager, là, que ce soit au sein de la famille, puis même dans un cadre d'accompagnement spirituel, parce qu'on me disait plus, le système de justice, là, ça va pas être bon pour toi, tu vas être déçu, tu vas juste... augmenter comme ta haine. Ça va gratter ton bobo inutilement. Exactement. Tu sais, passe au pardon, je vais t'accompagner, on va le rencontrer, on va en parler, puis on va régler ça, tu sais. Mm-hmm. Est-ce que ça a été tenté, ça? Non, parce que les gens n'étaient pas prêts. Tu sais, moi, à chaque fois que j'avais essayé d'en parler, on essayait toujours d'étouffer l'affaire, de le minimiser, de le banaliser. Puis quand on est un enfant, puis qu'on est plus jeune dans une famille, bien, on n'accorde pas nécessairement de valeur. Puis je sentais que ce serait pas assez interpellant. Donc, j'ai finalement décidé par aller au poste de police et porter plainte et tout ça. Puis, là, t'étais déjà adulte, là, à ce moment-là? Oui, c'est ça. C'était en 2015. Donc, ça fait déjà 7 ans. Mm-hmm. J'avais 25 ans. Puis, à partir de ce moment-là, ma colère est partie. Puis, j'ai été très patiente. Puis, pourquoi j'ai interpellé Mylène Moisan? En fait, j'ai envoyé une lettre ouverte au journal au moment où j'ai appris que mon oncle était décédé avec la COVID. Donc, tout juste avant que le procès là, puisse avoir lieu. Et ça faisait 6 ans que c'était reporté, parfois par des manœuvres des avocats de la défense qui, eux, faisaient durer le processus. Mais aussi à cause de la COVID, là, Évidemment. Qui a eu des effets. Ouais. Donc voilà, j'ai créé Mylène Moisan parce que quand j'ai appris ça, je ne savais pas quoi faire. J'étais comme tout ça, pour rien. Et puis moi, je voulais conclure là, ce chapitre-là, puis ça a eu des impacts vraiment positifs. Alors si je récapitule, Valérie Laflamme-Caron, il y a eu des événements dans ta prime enfance, là, il y a eu la dénonciation un peu plus tard comme jeune adulte, des procédures judiciaires qui ont été entamées contre cet oncle-là, parce que ça ne concernait pas juste toi. Tu as dit il y avait aussi d'autres membres de ta famille qui ont été agressés. Et là, est arrivé le décès de cet oncle-là qui a comme finalement, ça a fait patate. Là. Le procès ferme complètement dans ce temps-là, puis il n'y a plus de suite. Tu restes avec la colère dont tu parlais, j'imagine. Exactement, d'autant plus que quand on poursuit au criminel, il faut dire qu'il faut prouver que la personne est coupable hors de tout doute raisonnable. Et comment l'avocat de la défense va essayer de prouver ça? C'est en atteignant la crédibilité de la victime par des processus parfois cruels. Ouais. Donc, ce qu'on va conseiller aux victimes, c'est de ne pas en parler.
Puis bon, moi, vous savez, j'aime parler dans la vie, puis je suis assez transparente et tout ça, là. Donc, c'est pour ça que j'en ai jamais parlé, parce que je voulais vraiment respecter le processus judiciaire. Pour moi, c'était vraiment important. De ne pas en parler, tu veux dire de ne pas en parler dans ton entourage, de ne pas en parler Publiquement, publiquement, médiatiquement. C'est pour ça que la sortie médiatique, même médiatique, on va peser nos mots, mais finalement, le fait que tu aies contacté cette chroniqueuse-là du Soleil, c'est fait après le processus judiciaire, une fois que ton oncle était décédé. Exactement. Donc ça fait 1 an de ça. Cet article-là est sorti. Ça a été quoi la réaction des gens autour de toi? Les réactions ont été très positives. Puis au niveau de la famille immédiate, j'ai pas eu de nouvelles. Tu sais, c'est vraiment une espèce de déni là, qui s'est perpétué. Puis c'était correct. C'est pas des gens avec qui je suis en contact. Là. J'ai pas d'animosité. Là. Je me réveille pas la nuit pour les haïr. Là, mais j'ai pas nécessairement des relations actives. Mais j'ai été contactée par des gens de la famille éloignée, des cousins, cousines de ma mère. Donc ça a été très touchant. Ils m'ont repéré sur Facebook, m'ont écrit. Il y a un homme, Jean, enfin, il faut dire que mon oncle aussi, c'était un multirécidiviste. Là. Je l'ai appris au moment de son décès qu'il allait avoir aussi des poursuites parce qu'il avait continué à agresser des personnes handicapées, des personnes de son immeuble qui étaient vulnérables, là, donc pas que des enfants. Donc, personne n'avait jamais rien fait là, pour l'arrêter. Et Jean, c'était un homme qui habitait dans son immeuble et qui, lui, a accompagné les victimes qu'il connaissait pour porter plainte. Donc, moi, j'ai échangé avec lui 1 heure au téléphone, puis ça a été vraiment un baume de voir qu'il y a quelqu'un qui avait pris ça au sérieux. Tu sais, peut-être pas mon histoire à moi, mais que quelqu'un avait décidé de réagir à ça. Puis, ce qui était caractéristique dans ma famille, c'est que les gens n'avaient jamais rien fait. Et puis là, je voyais que cet homme-là avait pris ça sur lui. Donc, ça a été vraiment un grand réconfort. Puis, finalement, un meilleur ami de ma mère aussi, avec qui j'ai eu un long échange. Fait que dans ces situations-là, quand il y a le silence, ce qui nous manque, c'est des repères pour comprendre. Puis ça devient une espèce de quête d'une vie. Puis moi, je pense que dans le processus judiciaire, ce que j'espérais, ce que j'attendais, tu sais, je me faisais pas non plus de grandes illusions, mais c'est que les choses puissent être nommées, puis qu'on puisse... Parce que pour moi, c'est pas normal qu'une personne comme ça puisse sévir pendant autant d'années et que rien soit fait. Il devait avoir des blessures plus grandes, des traumatismes plus grands. Qu'est-ce que les gens protègent? Pour moi, ça faisait aucun sens. Ouais. Puis comme chrétien, il y a des fois une compréhension pas tout à fait juste du pardon. Hein? J'imagine que tu as dû réfléchir à ça, c'est certain. C'est comment pardonner, parce que c'est quelque chose que tu désires, comme baptisé, comme tout le monde. On veut passer à autre chose, on veut vivre en paix avec notre histoire, peu importe les traumatismes qu'on a vécus. Alors, de ce processus-là judiciaire, mais aussi tout ce qui l'entoure et ce qui l'a suivi, fait partie de cette démarche-là, Valérie? Oui, puis le pardon, c'est vraiment au cœur de la spiritualité chrétienne. Là. Même dans le Notre Père, on demande à Dieu, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On a plusieurs exemples de Jésus qui pardonne. C'est vraiment un des nœuds là, de la spiritualité. Mais je pense qu'on a tendance des fois à passer un peu vite sur ça, puis à penser que le pardon, c'est juste de... On parle d'effacer la faute, mais là, il y a comme un niveau divin à ça, l'action de Dieu qui efface notre faute et qui nous accueille dans son paradis quand on meurt. Ça, c'est un niveau. Mais le pardon, c'est pas juste dire, bon, ben, il s'est passé telle chose, on va faire comme si rien n'était. Entre la faute puis le pardon, il y a toute une série de... Ouais. Exactement. Puis même quand on va en justice réparatrice, les gens qui participent au processus, il doit avoir eu un processus judiciaire. Le crime doit avoir été dénoncé, ça doit avoir été reconnu, il doit avoir eu une conséquence. Et puis, on va dire que le pardon, c'est de renoncer à la vengeance. Mais justement, le système de justice au Québec, en Occident, n'a pas comme objectif d'assurer une vengeance. On ne va pas violenter les gens qui ont été violents. On ne va pas faire œil pour œil, dent pour dent. Moi, j'ai beaucoup de critiques envers le système de justice. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse grandement. Mais ce qu'on souhaite, c'est premièrement protéger la société et ensuite réhabiliter les gens pour qu'ils puissent continuer à vivre leur vie. Évidemment, c'est hautement imparfait. Mais ça demeure les grands guides. Lorsque le juge prononce sa sentence, c'est ça qu'il a en tête la plupart du temps, du moins on l'espère. Oui, et puis malheureusement, il y a des gens que tant qu'ils ne sont pas confrontés à quelque chose de très heurtant, là, les limites là, imposées par la société, par la police. Exactement, mais ils ne vont pas amorcer un processus là, de réflexion et de remise en question. Et spécialement les personnes qui commettent des agressions sexuelles, ben, il y a des programmes spécialisés qui leur sont destinés. Puis moi, je suis certaine que quelque part
même s'il ne l'exprimait pas, là, jusqu'à la toute fin, il va y avoir une banalisation de ce qui s'est passé, mais je suis certaine que cet oncle-là n'était pas épanoui dans sa vie, puis que, tu sais, je le vois comment ça l'a fait du mal à toute ma famille, mais pour moi, ça aurait pu être une chance, finalement, d'aller voir au cœur de ça, là, puis de passer à autre chose pour de vrai. On parle un peu des étapes du pardon. Il n'y a jamais eu de reconnaissance de la faute, si je comprends bien, Valérie. Non, c'est ça, exactement. Est-ce que c'est possible de pardonner, même s'il n'y a pas cette reconnaissance-là de la faute de la part de la personne qui a commis la faute? Bien, on n'aura pas eu, ça ne sera pas arrivé entre nous deux, mais par pardon, moi, j'entends aussi remettre, tu sais, remettre la faute. Donc ça veut dire de prendre la blessure, tu sais, toute la colère, le sentiment d'absurdité. Puis bon, là, je suis rendue à l'âge adulte, mais à l'adolescence, ça va avec l'estime de soi, des conduites à risque. Bon, il y a tout un ensemble de conséquences. Bien, moi, j'ai remis. À partir du moment où je suis allée dénoncer, j'ai dit, écoute, c'est ça m'appartient pas, c'est pas moi. Puis aussi, il faut distinguer l'agression du conflit. Puis ça, je pense que des fois, on saisit mal. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand on est dans un conflit, mais on peut se faire mal les uns les autres. Là. On n'est pas d'accord, mais on est dans une posture qui est plus égalitaire. Dans un contexte vraiment de violence, par exemple, de violence conjugale ou un meurtre ou des agressions sexuelles, il y a une posture vraiment inégalitaire et de domination. Il y a vraiment une prise de pouvoir sur l'autre. Qui est plus unidirectionnelle. Exactement. Fait qu'on peut pas juste dire aux gens « asseyez-vous, puis parlez-vous, puis entendez-vous, serrez-vous la main ». C'est vraiment quelque chose de différent. Donc, moi, dans ce contexte-là, je me sens tout à fait à l'aise aujourd'hui de dire non, tu sais, c'est ça, je dis, j'ai pas des bons sentiments nécessairement, mais moi, je lui souhaitais pas du mal à cet oncle-là. Puis jusqu'à la toute fin, moi, j'aurais juste voulu qu'il plaide coupable, tu sais. Qui plaident coupable, puis qui disent oui, c'est vrai, là, j'ai pas été excellent, mettons. Pour toi, mais pour lui aussi, si je te suis. Ben oui, sortir du mensonge, finalement, là, tu sais, que tout le monde, on fasse face à la vérité, qu'on regarde ensemble ce qui s'est passé, qu'on assume les conséquences. Puis je comprends que quelqu'un puisse être terrifié à l'idée d'aller en prison, mais d'aller quelques mois, parce que, bon, c'est ça, les peines, là, quelques mois, 2 ans, je sais pas, je peux pas me prononcer sur ce qui serait arrivé. Dans une prison au Québec, là, dans une unité spécialisée, c'est pas non plus la fin du monde, là. On s'entend, là? Par contre, quand tu es incarcéré parce que tu es reconnu avoir agressé des enfants, il paraît que tu passes un mauvais quart d'heure en prison. Oui, c'est ce qu'on dit, mais il y a quand même, c'est pour ça qu'il y a des unités aussi qui sont dédiées à ces personnes-là, là. Il nous reste très peu de temps, Valérie. Est-ce que tu regrettes d'avoir dénoncé? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé ou... Oui, ça m'a aidé parce que même si j'ai pas eu les paroles que j'attendais, la rencontre que j'aurais attendue à l'issue de ce processus-là, ça a ouvert des portes. Je pensais justement aux différents échanges que j'ai eus avec la famille éloignée, des amis de la famille et tout ça, qui m'ont amené des informations auxquelles j'aurais jamais eu accès. Un exemple? Par exemple, moi, j'étais certaine que mon père se foutait de ce qui s'était passé parce qu'il y avait pas eu de conséquences. Puis tout le monde, dans l'imaginaire collectif, on se dit « Ah, ben un père, si ses enfants se font toucher, s'ils se font agresser, ben il va sortir ses poings, là, il va se passer quelque chose, il va avoir une réaction comme épidermique. » Puis c'était rien passé. Donc je pense que dans mon inconscient, j'avais enregistré que mon père m'aimait pas. Et en discutant avec justement l'ami de ma mère, il m'a dit « Écoute, c'est impossible que ton père le savait. » Parce que ça se serait pas passé de même. Puis dans le fond, en relisant l'histoire de ma famille, c'est clair que ma mère aussi a voulu contribuer à protéger le statu quo parce qu'elle-même n'était pas capable de faire face, tu sais. Donc, il est tout à fait probable, et c'est ce qui fait tellement du sens, c'est qu'elle lui a pas dit à mon père. Donc, puis mon père est décédé aujourd'hui, là, aussi, donc je peux pas en discuter avec lui, là, ça fait très longtemps. Mais ça bouleverse ma compréhension, puis ça me réconcilie aussi avec mon père. Donc, voilà, j'ai jamais regretté. Fait que la vérité, c'est ça, apporte beaucoup de lumière dans cette histoire-là. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage, Valérie Laflamme-Caron. Tu nous parlais du pardon que tu as expérimenté à travers tout un long processus de l'agression jusqu'à la dénonciation, jusqu'à un regard pacifié sur cette histoire. Merci de m'avoir écouté. Merci, Valérie.